Vincent Renoir, à bientôt 60 ans, vous figurez parmi les plus vieux militants de la droite nationale qui agissent sur le devant de la scène. Depuis vos premiers pas dans le militantisme, beaucoup de grandes voix se sont éteintes. Robert Faurisson, bien évidemment, mais aussi Pierre Sidos, Jean-Marie Le Pen, Roger Olindre. Dans le domaine politique, ces 3 dernières personnalités n'ont pas été remplacées. Elles représentent une époque qui semble révolue. En éprouvez-vous de la nostalgie ? Non, car bien que ma mission consiste à réexaminer le passé, je me tourne toujours vers l'avenir. J'ajoute que la Providence agit toujours au mieux. Si ces voix n'ont pas été remplacées, c'est parce qu'il n'y avait plus et qu'il n'y a plus assez d'oreilles pour les écouter. Il est vrai qu'aujourd'hui, la grande masse préfère suivre des séries ou regarder à la chaîne des vidéos courtes sans intérêt. Un nouveau mot est entré dans la langue pour nommer ce dernier phénomène, scroller. Ce phénomène ne date pas d'hier. La technique moderne l'a simplement amplifié. En 1828 déjà, le Mémorial catholique constatait la multiplication des œuvres littéraires fictionnelles et frivoles. L'article précisait « Mais si les faiblesses de notre cœur nous rendent les fictions nécessaires, elles ne le sont pas moins non plus à la paresse de notre esprit. Car à mesure que la corruption publique s'étend, l'aptitude particulière de l'homme aux études sérieuses diminue dans la même proportion. Insensiblement, toute lecture grave, toute application soutenue lui devient impossible et, pour lui, travail et ennui sont bientôt synonymes. C'est un état déplorable sans doute et un des symptômes les plus alarmants de la décadence des sociétés. » Certains accusent la révolution. Pour vous, cependant, le mal serait antérieur ? C'est l'évidence même. Le 22 février 1742, par exemple, un arrêt du Conseil ordonna la mise au pilon de livres licencieux imprimés clandestinement et trouvés lors d'une visite de contrôle chez 2 femmes libraires. Le mal était alors répandu. On lisait « Sa Majesté, voulant réprimer l'abus qui a été porté depuis quelque temps à un point excessif, d'imprimer et d'éditer toutes sortes de livres licencieux et contraires aux bonnes mœurs, et étant informé qu'il y a un nombre de librairies qui s'occupent uniquement d'un commerce si dangereux et si punissable, Sa Majesté a résolu de punir avec la plus grande sévérité et même de retrancher absolument du commerce ceux qui s'en occupent d'une manière si préjudiciable au bien public et de l'État. » Sans surprise, ce genre de décision ne put rien arrêter. Les œuvres obscènes se répandirent. Un Français né en 1740 et décrivant Paris dans les années 1770 raconte « La gravure indécente triomphe publiquement. Tout œil en est frappé. Celui de l'innocence se trouble et la pudeur rougit. Il est temps de reléguer sévèrement dans les portefeuilles des marchands ce qu'ils ont l'impudence d'étaler au dehors même de leurs boutiques. Songez donc que les vierges et les honnêtes femmes passent aussi dans les rues. » L'auteur n'en demandait même plus l'interdiction. C'est dire la profondeur du mal. Naturellement, l'orage révolutionnaire n'a pas éclaté subitement comme s'il avait été préparé en secret dans quelque loge maçonnique. Qu'elles y aient participé, j'en conviens. Toutefois, l'œuvre a triomphé car elle s'était développée sur un terreau favorable. En 1850, un auteur souligna « Les signes précurseurs de notre première révolution n'ont pas manqué à la société française du XVIIIe siècle. Ils étaient si visibles à tous les yeux qu'ils n'avaient même pas échappé à ceux du souverain, celui qui par sa position devait être le dernier à les apercevoir. » On se rappelle de la réponse de Louis XV à quelques observations du duc de la Vauguyon sur la décadence de la société française et le relâchement des lois. « Bah, tout cela durera bien longtemps que moi. Mon successeur s'arrangera comme il l'entendra. » La machination révolutionnaire n'était d'ailleurs pas dissimulée, ou si peu. Dans un livre qui analysait la chute de la monarchie, l'abbé Proyard citait un auteur qui, en 1770, prévenait « Il n'est que trop évident que la conspiration contre la religion et ses ministres, contre les autels et le trône est très certaine, très publique, et qu'elle se fortifie tous les jours de plus en plus. Encore quelques années, et il ne sera plus temps d'y remédier. » L'auteur plaignait un Louis XVI naissant pour le trône au sein d'une nation dégénérée, au milieu d'un siècle qui maîtrisait l'impiété. Ailleurs, il précisait « L'esprit philosophique régnait alors avec tant d'empire et la dépravation morale avait tellement gangréné les classes instruites en possession d'éclairer la puissance ou de la représenter qu'il est douteux si, à cette époque, la France entière eût pu offrir à son roi
un seul génie assez puissant en moyens et en volonté pour conjurer l'orage révolutionnaire. Les principes posés nécessitaient les conséquences, et les effets vivent déjà dans les causes. Trop de poisons actifs avaient été disséminés sur le sol français durant le règne de Louis XV pour qu'ils ne portassent pas leurs fruits de mort sous le règne de Louis XVI. À quoi attribuez-vous cette décadence des esprits ? Le changement des esprits fut le résultat du développement des sciences de l'observation à partir du XVIe siècle. Il en résulta un recul de la religion au sein des classes instruites et une résurgence du matérialisme déjà présent chez certains philosophes grecs. En 1591, un prêtre reprocha à la noblesse de n'être plus chrétienne qu'en apparence, d'avoir faussé son serment et fait banqueroute au Fils de Dieu. Plus loin, il lançait « Vous combattez pour l'Antéchrist contre Jésus-Christ, pour la synagogue de Satan contre la Sainte Église votre mère. » Je pourrais citer d'autres textes du même genre. En 1748, à Leyde, parut un ouvrage anonyme intitulé « L'homme-machine ». Son auteur, Julien Auffray de la Métrie, était médecin. Il soutenait que la matière régissait tout notre corps, y compris nos états psychologiques. C'était affirmer l'inexistence de l'âme. Au XVIIIe siècle, cette pensée incrédule et matérialiste se répandit. La Révolution n'a été qu'une étape, et le XIXe siècle a définitivement liquidé le monde ancien fondé sur le trône et l'autel. Ce fut d'ailleurs assez rapide. En 1823, une revue chrétienne se lamenta face à l'inobservation des fêtes et des dimanches. L'auteur écrivait « À force de lumière, nous abolissons peu à peu ce qui nous reste de commun avec tous les peuples civilisés. Il n'en est point qui ne rende hommage à la divinité en consacrant à son culte un jour spécial. Nous seuls nous souffrons qu'on s'affranchisse de cette loi sacrée aussi ancienne que le monde. Le gouvernement semble voir sans crainte et sans étonnement l'indifférence religieuse passer des doctrines dans les mœurs. On ne connaît plus que l'ordre matériel. On ne conçoit plus surtout qu'il y ait des devoirs imposés à la société entière. » Mais si le gouvernement était indifférent, le peuple l'était-il ? Car la ferveur religieuse existait encore. Bien sûr, mais elle reculait. En 1832, un auteur constata « L'indifférence religieuse a fait des progrès immenses. Le nombre des incrédules a été toujours croissant, et la France en 1830 était bien plus éloignée du christianisme qu'en 1814. » À quoi attribuez-vous ce recul assez rapide ? Comme tous les phénomènes sociaux, il est multifactoriel. En 1934, Gabriel Boissy déclara « La France a perdu son âme ». Il expliquait qu'après les phénomènes révolutionnaires survenus de 1789 à 1848, les Français s'étaient trouvés sans foi. On leur dit « Enrichissez-vous », Guizot en s'expliquant, les autres crûment. Alors, ils crurent à la fortune, au bien de la terre, au bien-être, puis au confort, à la science résolutrice universelle, puis au luxe. En un mot, ils crurent au veau d'or, à toutes ces processions matérialistes, au capitalisme solitaire. D'où l'ascension inexorable du libéralisme politique qui trouvait sa forme dans la République. Toutefois, je pense qu'une cause majeure fut le triomphe du scientisme. J'ai coutume de citer un philosophe chrétien qui, en 1850 à la Sorbonne, expliqua « Depuis 3 siècles, les sciences physiques et naturelles, portant le flambeau de l'observation dans tous les degrés de l'échelle des êtres, ont conspiré à persuader aux hommes que rien ne se produit dans ce vaste univers que par des lois générales et constantes. Le surnaturel, chassé pour ainsi dire de position en position, a fini par disparaître et il a emporté avec lui le sentiment de la providence. » D'où le recul de la religion et la montée progressive de l'athéisme fatale aux sociétés. C'était reconnu par beaucoup encore. 1 an après ce discours à la Sorbonne, défendant 6 royalistes accusés de crimes séditieux, un avocat fustigea les atteintes et les ravages de ce scepticisme fatal qui, propageant partout sa contagion dans les âmes, fait aujourd'hui la principale cause de décadence de notre société. S'adressant au juré, il ajouta « Certainement, la société court moins de dangers avec les hommes que vous avez devant vous qu'avec ces aveugles sceptiques qui, ne croyant à rien, adoptent sans distinction le juste ou l'injuste selon l'intérêt de leur égoïsme. » Les accusés furent-ils condamnés ? Ils furent acquittés car l'affaire n'avait aucune gravité. Mais au sein de la société, l'athéisme proliféra. En 1868, un conférencier catholique déclara « Autrefois, sauf les plus rares exceptions,
L'athéisme passait dans l'ombre, inaperçu des multitudes. Il ne s'avouait pas, il ne se montrait pas, surtout il ne se vantait pas. Mais les temps avaient changé. Tel nous apparaît l'athéisme contemporain. Non seulement il envahit, mais il défie, il brave, il provoque Dieu et ses adorateurs. Car il avait pour lui la science d'alors. Le conférencier expliquait, l'athéisme est physiologiste. Il travaille à effacer du monde des vivants tout signe, tout reflet, tout vestige de Dieu. Il tente à bien démontrer que la vie, sortie de l'éternelle fécondité de la matière, monte sur une ligne ascendante d'organismes en organismes jusqu'à l'homme, dernier terme de la série zoologique. Et il dit « Non, la physiologie nouvelle ne reconnaît pas Dieu ». L'athéisme est géologue. Il s'en va de couches en couches, ouvrant les sépulcres séculaires où gisent les débris de tant de générations éteintes, et niant ce Dieu dont le nom brille comme un soleil jusque dans l'ombre des cimetières. Il dit « Ce que la nature fait, la nature le défait, pour le refaire encore dans l'éternelle alternance de la vie et de la mort, de la ruine et de la résurrection. Non, la géologie nouvelle ne reconnaît pas Dieu. L'athéisme est critique. Je le vois courant à travers les religions, ébranlant la base et rongeant le ciment de tout édifice religieux, et trouvant partout l'humanité prosternée sur le parvis, il essaye de lui persuader qu'elle-même, de siècle en siècle, crée par sa passion d'adorer l'objet de son adoration. Et il dit « Laissez à l'humanité ses belles illusions, laissez-la se prosterner devant le spectre de sa pensée. Nous sommes affranchis par la critique du règne de la chimère. Non, la critique nouvelle ne reconnaît pas Dieu. » Est-ce tout, messieurs? Non, pas encore. Il faut qu'une fois pour toutes vous sachiez jusqu'où s'étend sous vos yeux l'envahissement de cet affreux cancer. L'athéisme est astronome. Il voit dans le concert des astres un caprice du hasard. Pas n'est besoin pour l'expliquer de l'hypothèse Dieu. Et le voilà qui fait marcher sans Dieu dans les espaces la grande armée des soleils. Le monde est une horloge éternelle dont chaque mouvement marque une heure du temps, et il n'y a pas d'horloger. Le monde est une architecture magnifique, et il n'y a pas d'architecte. Le monde est une immense harmonie, et il n'y a pas d'ordonnateur. L'astronomie nouvelle, dit l'athéisme, ne reconnaît pas Dieu. Cette analyse était exacte. D'où l'athéisme grandissant chez les masses convaincues par le scientisme, car impressionnées par les prouesses techniques qu'il permettait. Plus tard, un auteur souligna « Les dogmes ne sont pas détruits par la critique négative, par les pamphlets, par les plaisanteries des impies. Ils sont supprimés par les vérités positives qui ne se concilient pas avec eux, qui ne pénètrent dans l'esprit qu'en les en chassant. Ils ne répondent plus à la conception que nous avons de l'univers et de ses lois. On ne les nie pas, on les ignore. » C'est ainsi que l'ancien monde fut liquidé. Mais aucune morale saine, ni solide, ne peut être bâtie sans un fondement religieux. Certains pourront en discuter. Toutefois, l'expérience de la fin du XIXe siècle démontra que sans spiritualité, l'éducation se corrompt. Fin septembre 1897, un éditorialiste se lamenta. Autrefois, on soignait la volonté en tâchant de lui donner une inclinaison comme naturelle vers ce qui est juste, en l'affinant jusqu'au scrupule, en l'amenant à éprouver une douleur aiguë chaque fois que le droit d'autrui pouvait être blessé, que l'on avait frôlé même l'ombre d'une vilainie. La jeune école entend les choses tout autrement. Il s'agit pour elle d'annihiler cette vieille chose qui s'appelle la conscience, de marcher dans la vie sans entendre jamais ses reproches, d'écraser sans s'en embarrasser à droite et à gauche ce qui fait obstacle, et surtout d'aboutir à un beau mariage. Commentant cet éditorial, un auteur admit « Oui, certes, il y a quelque chose de pourri en France. Les générations nouvelles nous donnent la sensation d'un profond détraquement intellectuel et moral, mais la faute n'en est pas seulement à nos littérateurs. Nous sommes dans une ère de transition, dans une époque où tant d'idées contradictoires se heurtent et se combattent qu'il nous est difficile de nous reconnaître dans la mêlée. Pris entre un passé qui veut se survivre et l'avenir qui malgré tout nous entraîne, nous cherchons notre voie. Nous battons les buissons et il n'est pas autrement étrange qu'à ce spectacle, les jeunes gens désemparés, ne sachant à quel idéal relier leurs espérances, se rabattent sur les réalités sensibles, se refusent aux rêves qu'ils jugent décevants et s'enferment dans le cercle étroit des jouissances immédiates. Entre ce qui a été, entre ce qui ne peut plus être et ce qui sera, nous hésitons, ballottés sur une mer d'incertitude et sous un ciel ténébreux, sans savoir où diriger notre esquif. Il en sera de même jusqu'à ce que la lueur du phare libérateur ait enfin percé la nuit. L'éditorial était intitulé « Ère de transition ».
On avait donc bien conscience que l'ancien monde était mort, mais que rien de solide n'avait encore été construit à sa place. Disons plutôt que, les forces de destruction étant à l'œuvre, rien ne pourrait désormais être bâti. L'avenir l'a confirmé. C'était l'époque où la République imposa entre autres les lois antireligieuses, la laïcisation de l'enseignement et la loi sur le divorce. En mars 1897, un journaliste qualifia la loi sur le divorce et l'enseignement laïque obligatoire d'ennemis de la famille. Il écrivit « Atteint aux sources mêmes de la vie, l'organisme social se décompose continuellement et les symptômes de la décadence deviennent plus indéniables de jour en jour. L'avilissement de la volonté virile, l'effacement des libertés privées, la diminution de la population, l'accélération de la criminalité, enfin la licence du théâtre et de la presse, car il en est ici comme pour les gâteux des hospices d'incurables. À mesure que la santé décroît, l'érotisme domine. Tel est l'état d'âme de notre race à la veille du XXe siècle. Si un jour elle cherche la guérison, ce ne sera pas sur les signes extérieurs, mais sur la cause profonde qu'il faudra agir, et ce sera facile dès que les honnêtes gens auront l'énergie de le vouloir. » Hélas, il n'en a rien été. Oui, car justement, la cause profonde ne résidait ni dans la loi sur le divorce, ni dans l'enseignement laïque. Il s'agissait de causes secondaires. Je l'ai démontré ailleurs, statistiques à l'appui. La loi sur le divorce fut une conséquence de l'explosion des séparations de corps depuis les années 1840. Pourquoi ? Parce que dans cette société où les mutations fragilisaient la famille, le mariage n'était plus considéré comme un sacrement qui lui conférait l'indissolubilité. On se séparait, on se remettait en ménage, sans pouvoir se remarier, et les enfants nés de ces unions n'étaient pas reconnus par la société. S'exprimant le 27 mai 1884 au Sénat, le rapporteur de la loi sur le divorce, Alfred Naquet, lança « Ces enfants sont intéressants au même titre que les autres, car ce que vous protégez dans les enfants, c'est la faiblesse, et les enfants adultérins, en aucun cas, ne peuvent être responsables d'actes qui ne sont pas les leurs, car le principe fondamental de notre droit, c'est que les responsabilités sont personnelles comme les fautes. Ces enfants-là, messieurs, sont intéressants comme les autres. Ils sont aussi faibles que les autres, car ils n'ont pas de famille, car ils n'ont pas de nom, car ils n'ont droit qu'à des aliments. » D'où un grave problème que le législateur voulut résoudre en permettant le divorce et le remariage civil. Quant à l'enseignement laïque, il était la conséquence de l'indifférence religieuse grandissante. Mais la France de cette époque était profondément catholique. Des gens comme Louis Veuillot, ardent défenseur de l'enseignement privé et directeur du quotidien L'Univers, avaient réveillé la ferveur populaire face à la République maçonnique. Je respecte l'action de Louis Veuillot et de ses amis. Toutefois, je souligne que 20 ans après la loi sur le divorce, la République maçonnique put, sans dommage, séparer l'Église de l'État. La réaction catholique fut d'une tiédeur révélatrice. Aux élus qui promettaient que cette séparation provoquerait des troubles graves, Aristide Briand objecta « Je dis que nous saurons vaincre ces résistances. Nous ne sommes plus au temps où toutes les espérances du peuple s'absorbaient dans l'Église et où elle était l'unique refuge où sa détresse put s'abriter contre les mauvais coups du sort. Aujourd'hui, d'autres domaines s'ouvrent à son activité. Le peuple participe à tous les mouvements du progrès humain et, si sa confiance n'a pas encore déserté le ciel, elle a du moins poussé dans la démocratie des racines trop profondes et trop tenaces pour que les efforts de l'Église parviennent à les en arracher. » L'avenir lui donna raison. En mai 1906, c'est-à-dire moins d'un an après la promulgation de la loi de séparation de l'Église et de l'État, eurent lieu des élections législatives. Un mois auparavant, un organe catholique lança « Courage, la France catholique se réveille !» et ce commencement, car ce n'est qu'un commencement, fait pâlir nos adversaires. Les préliminaires de la lutte se déroulent, l'action décisive approche avec les instructions pontificales et les élections législatives. Or, c'est le moment historique. Mais loin de marquer le réveil historique des catholiques, les élections législatives virent au contraire le triomphe des forces républicaines. 411 élus contre 174 pour l'opposition. Pire, dans la bataille, les nationalistes et les réactionnaires avaient perdu 29 sièges. Vous soutenez donc que le peuple était devenu républicain ? C'est indéniable. Le 7 octobre 1899, plusieurs quotidiens publièrent un texte intitulé « La vitalité de la République ». L'auteur l'expliquait ainsi. La puissance de la raison publique, qu'on le veuille ou non, a grandi. Le peuple est devenu moins crédule. Il discerne avec plus de netteté de quel côté est son intérêt véritable. Voilà la force, la grande force de la République.
C'est parce qu'elle la possède que toutes les attaques, même les plus dangereuses, même les plus perfides, qui ont été multipliées contre elle, se sont brisées impuissantes. Au peuple, elle n'a cessé d'apparaître comme la porte de l'avenir, comme la clé du progrès. Sans elle et en dehors d'elle, il n'a aperçu que recul, réaction, retour plus ou moins déguisé à des privilèges odieux et détestés, oppression des consciences, diminution ou disparition des libertés de tout ordre. Et de conclure ainsi, depuis ce temps, c'est-à-dire 1870, la formule antirépublicaine a varié. Elle s'est appelée le boulangisme, elle s'appelle aujourd'hui le nationalisme. En réalité, elle est et reste la réaction. Pour les adversaires de la République, il s'agit toujours, et il ne peut s'agir d'autre chose, de supprimer le Parlement, de supprimer les libertés de tout ordre si chèrement conquises et encore si incomplètes, de supprimer la République. Le jour où tout cela aurait été fait, la monarchie sous une forme quelconque, nous redoutons tout autant un dictateur qu'un roi ou qu'un empereur, la monarchie, c'est-à-dire le gouvernement personnel d'un homme, aurait reparu pour le malheur de la France. C'est là ce que repousse l'immense majorité de la nation. C'est pour cela, et non pour autre chose, qu'à travers toutes les vicissitudes que nous avons traversées et que nous traverserons encore, le suffrage universel, pris dans sa masse imposante et puissante, reste inébranlable. Il continue à vouloir la République, il la garde et il la gardera. Il est vrai, hélas, que l'avenir lui donna raison. On aurait pu croire que la Première Guerre mondiale, avec ses malheurs, ses souffrances et ses héroïsmes, ferait renaître des sentiments meilleurs. Il n'en fut rien. La Chambre bleue horizon fut républicaine, et son pouvoir déclina très vite au sein des années folles, qui furent religieuses. C'est si vrai qu'en 1925, un auteur se lamenta. Nous avons surtout dessein de montrer que la foi est singulièrement oubliée et méconnue par ceux-là même qui l'ont reçue infuse le jour de leur baptême. Nous avons nommé cette multitude de fidèles amoindris et affadis qui ne sont plus, à nos yeux, que des chrétiens honoraires. Qui n'a pas été frappé de la nature de la marche de la fâcheuse maladie qui s'appelle l'indifférence religieuse? Ils sont légion ceux qui, faute de ne plus servir le Dieu de leur père, en sont venus à le traiter en étranger et à se conduire pratiquement comme s'il cessait d'exister. Fascinés et hypnotisés en quelque manière par les choses du temps, ils n'ont plus ni pensée ni action pour les choses de l'éternité et marchent, selon Musset, comme un troupeau les yeux fixés en terre. La culture de leurs champs, l'extension de leurs négoces, le développement de leur industrie, l'accroissement de leurs richesses et la recherche ardente des jouissances matérielles, voilà leur unique souci. À force de laisser la foi s'assoupir dans leur âme, ils finissent par vivre dans une ignorance complète de Dieu et de sa loi. Et l'ignorance théorique de la religion a pour conséquence infaillible son abandon pratique. Cet état d'esprit a été jusqu'à donner le Front populaire. Et si le choc de la défaite, en juillet 1940, conduisit le maréchal Pétain au pouvoir, la parenthèse de Vichy fut bien vite refermée en 1944. Oui, le maréchal a voulu recréer un régime d'ordre Avec la devise « Travail, famille, patrie » qui s'écartait de liberté, égalité, fraternité. Un tel régime ne pouvait pas s'instaurer en France. Dans plusieurs vidéos, j'ai démontré qu'une fois le choc psychologique de la défaite passé, la grande majorité du peuple revint à ses errements. Anglophilie, envie de jouissance égoïste, marché noir, jeunesse zazou, bal clandestin. Fin décembre 1942, l'éditorialiste du magazine Les Ondes déplora cette jeunesse dont les airs d'affranchi contrastaient avec la pauvreté de son instruction, l'ineptie de ses raisonnements, la platitude de ses ambitions, la nullité de ses connaissances historiques, artistiques ou musicales, le néant de ses sentiments nationaux. Mais, s'empressait-il d'ajouter, les imbéciles ne sont pas seulement ces jeunes zazous, les imbéciles sont aussi leurs parents. Ces parents qui leur donnent assez d'argent pour se faire tailler des vêtements ridicules, alors que dans les quartiers laborieux, des femmes et des enfants ont froid dans leurs vêtements usés par de longues années de service. Ces parents qui leur donnent assez d'argent pour s'offrir des chaussures à 4000 francs la paire, alors que des enfants vont à l'école avec des galoches qui prennent l'eau. Ces parents qui leur donnent assez d'argent pour s'offrir chaque jour 2 ou 3 apéritifs interdits à 80 francs le verre, alors que le Secours national doit fournir journellement des dizaines de milliers de repas à des gens qui ont faim. Ces parents qui leur donnent assez d'argent pour qu'ils fréquentent les bals clandestins à 400 francs l'heure, alors que nos camarades prisonniers se lamentent de l'autre côté du Rhin.
Ces parents qui leur donnent assez d'argent pour qu'ils vivent totalement en oisifs, en inutiles et sans doute hélas en incapables, alors que des pères de famille assurent la relève. Comprenez, ces pères de famille vont travailler en Allemagne en échange de la libération de prisonniers. Oui, ces parents sont des imbéciles. Ils nous préparent une génération de combinards sans scrupules, d'hommes d'affaires véreux, d'êtres dénués de tout sens de l'honneur, de tout sentiment national, de toute pensée de solidarité, de toute idée de pitié. Est-ce avec cela qu'on relèvera la France? Il faut que jeunesse se passe, dit-on. Oui, peut-être, mais il faut surtout, aujourd'hui, que la jeunesse de France retrouve une virilité, un sens du devoir, de la dignité et de l'honneur qu'elle a perdu depuis des années. L'espoir de l'auteur serait vain, car comme l'écrivait 6 mois plus tôt un autre chroniqueur, les jeunes gens que nous croisons dans la rue et qui nous font tant de peine, car pour la plupart, ils se montrent inconscients, parfois sans gêne et ignorent bien souvent la politesse, sont les produits naturels, les fruits de leur temps et de leur milieu. Dans sa majorité, le peuple n'avait donc pas changé. Chasser le naturel, dit-on, il revient au galop. C'est incontestable. Le 25 janvier 1943, répondant à un prisonnier libéré et atterré à son retour en découvrant l'état de la France, un éditorialiste écrivit « Où l'on en est, mon cher prisonnier libéré ? Au fond du trou. Et nous y sommes par la faute des Français, non par celle des Allemands. Nous vous dirons, nous, la vérité. Rien n'est changé, en effet, parce que ce sont les Français eux-mêmes qui ne l'ont pas voulu. Ils tiennent à leurs maux, à leurs erreurs, à leurs vices comme à de vieilles habitudes. Ils préfèrent mourir plutôt que de renoncer à leur démocratie, aux bulletins de vote, à l'alcool, aux juifs, aux parlementaires, aux maçons, au fonctionnarisme rongeur, à tout ce qui les a fait descendre où ils sont descendus. La Révolution, une bousculade de leurs aises, de leurs manies, de leurs positions acquises. Pensez donc, ils ne sont pas fous. Ils n'ont pas joui tout leur soûl, et les favorisés ne partageront pas avec le peuple travailleur ce que le hasard des naissances ou le résultat de spéculations éhontées leur a rapporté. Ils comptent profiter encore, et c'est bien pour cela qu'ils ne veulent entendre parler ni de révolution ni de national-socialisme. Alors, vive l'Amérique ou l'Angleterre, n'est-ce pas? Tout était dit dans cette réponse. Non, la France ne s'était pas réveillée, ou très insuffisamment. La parenthèse de Vichy refermée, ce fut la 5e République, puis mai 68 avec son slogan « Il est interdit d'interdire ». Mais aujourd'hui, les libertés publiques disparaissent. À quoi attribuez-vous cette inertie d'une grande majorité du peuple qui, pourtant, ne cesse de crier « liberté » ? Lorsque ces gens invoquent la liberté, ils ont à l'esprit leurs libertés individuelles. Dénués de foi et d'idéal supérieur, ils vivent comme s'ils n'avaient qu'une vie. Ce qu'ils recherchent, c'est une existence bourgeoise, tranquille et confortable, repliée sur la sphère privée. Pour satisfaire leurs intérêts particuliers, ils sont prêts à sacrifier le bien commun, qui inclut les libertés publiques, à la condition que la société soit bien administrée. En 1921, un auditeur au Conseil d'État écrivit à propos du règne de Napoléon Ier « Assurer à tous une bonne justice n'est qu'un des moyens de bien gouverner un pays. En conseillant le premier consul ou l'empereur, en préparant des lois sages, en veillant à la marche régulière de la machine administrative, en jugeant avec équité, le Conseil d'État contribua largement à rendre supportable la disparition des libertés publiques et à donner à la France cette prospérité dont elle jouit jusqu'aux dernières années de l'Empire. Il fut la plus haute manifestation de cet esprit d'ordre, d'autorité et de compétence qui caractérisa si fortement le régime civil napoléonien. Telle est la société bourgeoise, qui ne croit en rien, mais qui obéit aux lois et aux fonctionnaires en échange de sa tranquillité. Le régime napoléonien s'est écroulé suite à des défaites militaires. Mais aurait-il duré s'il avait pu vaincre ou éviter la guerre ? Je pense qu'il n'aurait pas survécu à la mort de son fondateur, car promouvant la médiocrité populaire, la société qui en découlait aurait fini par se dissoudre. En 1943, l'auteur d'un article sur le droit et la morale expliqua « Au fond de toute société se maintient nécessairement un système clos, une confusion de la morale sociale et du droit, une exclusion du risque personnel de liberté et de moralité. Elle doit sa stabilité aux dispositions naturelles de ses membres les plus médiocres, qui demeurent dévotement voués à subir la pression de la morale sociale qui tient lieu de moralité, et du droit qui tient lieu de liberté. La croyance à l'identité du droit et de la morale s'exprime par ce qu'on nomme le conformisme. Parallèlement à cette tendance conformiste, la médiocrité personnelle amène la plupart de ses membres à attacher un grand prix à l'estime ou à la considération des autres.
Ainsi deviennent-ils les prêtres les plus dévoués de la morale traditionnelle et du droit établi. Le statut social d'une société est stable dans la mesure où il est clos, et il est clos dans la mesure où ses membres sont dépourvus de personnalité. Cependant, un statut social ne peut jamais être tout à fait clos. La stabilité complète équivaudrait à une mort lente. Une société est faite de vivants, et ces vivants ne peuvent être médiocres que jusqu'à la limite où ils deviendraient socialement inexistants. La société se désagrégerait en troupeaux ou en colonies, ou serait absorbée par une société moins médiocre. C'est précisément ce qui arrive aujourd'hui. Contrairement aux espoirs de l'auteur, nous atteignons le terme d'un processus qui atomise la société avec un troupeau de citoyens devenus totalement médiocres. Et ce sont ces gens qui votent. Le suffrage universel accordé à un troupeau ne peut rien donner de bon. Cette réflexion n'est pas nouvelle. En octobre 1881 déjà, un analyste avait noté « Rien ne semble plus simple et plus facile que l'exercice du droit de vote. Déposer un bulletin dans une boîte, cela est à la portée de toutes les intelligences et de toutes les bonnes volontés. Or, il paraît, et l'expérience tente à nous le démontrer, que cela est plus compliqué qu'on ne voudrait le croire au premier abord. Et c'est bien ainsi qu'en avaient jugé les hommes de la Révolution en réglementant l'exercice du droit de vote au sein des assemblées primaires. Le vote, en effet, n'a de valeur et d'intérêt que lorsqu'il est le résultat d'une entente et d'une délibération préalable. Or, sans exagération, on peut affirmer que dans l'état actuel des choses, cette délibération et cette entente ou bien font absolument défaut, ou bien sont tout à la fois vicieuses et défectueuses. D'où l'échec programmé du suffrage universel. Je me souviens qu'en 2017, Emmanuel Macron avait écrit « Ma conviction est qu'à la racine du sentiment d'impuissance, largement partagé en France, se trouve notre incapacité collective à nous entendre sur notre situation et sur la destination que nous voulons poursuivre ensemble. Faut-il s'en étonner? Un troupeau peut suivre un berger, mais quand il n'y a plus de berger, le troupeau se disperse et s'exprime de façon erratique. Il n'y a plus de vrais bergers parce que le peuple n'en veut pas. La Providence a tout proposé aux Français. La droite nationale traditionnelle avec Jean-Marie Le Pen. Les Français l'ont catégoriquement rejeté. Une droite nationale dédiabolisée avec sa fille Marine. En vain. Un ersatz de droite nationale avec Éric Zemmour. En vain là encore. Aujourd'hui, elle présente Jordan Bardella. On en revient donc à ce que vous disiez au départ, la Providence ne suscite plus de vrais chefs, car il n'y a plus assez d'oreilles pour les écouter, donc de gens pour les suivre. C'est cela. Et la société se désagrège donc, un des symptômes étant la submersion migratoire. Dès lors, que faire? Ce que Rivarol fait depuis 75 ans, à savoir répéter des vérités en espérant qu'à la faveur d'une crise sans précédent, elles seront enfin entendues. Telle est notre mission, une mission que Rivarol accomplit à merveille. Longue vie donc à Rivarol et à son intrépide directeur Jérôme Bourbon.